Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau live de Céline. Le live des vacances. Le rendez-vous des vacances. On vous a prévu un super sujet aujourd'hui. Ouais, sujet d'actualité, d'actualité depuis un petit moment déjà. Hein, ça fait un petit moment que ça fait l'actu. C'est clair. C'est Calliope. Ça fait un petit moment qu'on en parle, qu'on le voit ça partout sur les réseaux. On a du Calliope à toutes les sauces. Calliope, je suis organisme de formation Calliope, je suis formateur indépendant Calliope. Et c'est vrai qu'on voit plein de questions qui fusent. Ouais, puis c'est un impact fort pour les formateurs indépendants qui travaillent pour des centres de formation qui sont Calliope maintenant. Ouais. Une petite charge administrative supplémentaire se crée. Petite, c'est minime, hein, c'est léger. En tout cas, on leur demande de plus en plus de choses et ils se posent la question de savoir si cet aspect administratif qu'on leur demande est normal, pas normal. Est-ce que c'est vraiment Calliope qui impose ou est-ce que c'est au travers de Calliope qui en profite pour demander des choses supplémentaires? Et donc, du coup, on voulait partager avec Céline aujourd'hui les effets de Calliope. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet élément-là? Pardon, je réinstalle un petit peu. Donc, quels sont les impacts que ça a pour nous, notre métier de formateur, qu'on soit indépendant ou même en activité salariale, et puis d'identifier qu'est-ce que nous, on peut faire, comment on peut rendre ça plus utile pour l'expérience apprenant. Et puis comprendre ce qui nous est demandé, ça aussi c'est important. Parce que du coup, c'est vrai que on nous demande plein de paperasse, mais parce que concrètement, à quoi ça va servir, vous voyez Est-ce que c'est utile ou pas pour moi, mon objectif de formateur et qu'est-ce qu'ils vont faire de mes papiers? Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce qu'ils me demandent? Donc voilà le sujet. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à venir nous dire bonjour. On voit que vous êtes là. Donc venez nous dire bonjour tout simplement dans le chat. Un petit commentaire, etc. Pour ceux qui nous suivent, vous voyez, on a changé un peu de disposition, on fait des essais avec des nouveaux outils. Et du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter et on va pouvoir indiquer pourquoi on fait ça. Ouais. Je commence? Ouais, vas-y. L'honneur aux dames. Ouais. Donc moi, je suis Céline, je suis FPA. Je forme des formateurs avec Nico depuis 1 an et demi. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça commence à dater. Ouais. Et en fait, on forme les formateurs à l'usage de la classe virtuelle. Alors nous, on est persuadés, on sait une chose, on est sûr, c'est que la classe virtuelle, en fait, ça permet de donner sa formation à un public qui est beaucoup plus large. Et du coup, ça permet de former des gens qu'on ne pourrait pas former en présentiel. Et en fait, on veut vraiment attirer les formateurs vers ça. Pour développer leur business, surtout pour les formateurs indépendants. Pour développer leur business, pour développer leurs contacts, pour même développer leur formation. Des fois, on est dans une région où le sujet de notre formation, ça colle peut-être pas forcément. Ouais, ou tout simplement, il y a une concurrence telle physique sur l'espace que forcément, notre revenu est diminué, nos affaires sont diminuées. C'est ça. Alors que si on pouvait s'ouvrir à beaucoup plus large, du coup, on pourrait vivre peut-être plus agréablement de son métier. Ouais, et on est aussi persuadé que le fait de faire de la classe virtuelle, ça coupe pas le côté humain qu'on peut avoir en présentiel. Nous, pour la vivre depuis 1 an et demi, concrètement, on a tissé des liens avec nos participants qu'on rencontre virtuellement régulièrement. Et franchement, il y a des liens d'amitié et tout. C'est vraiment cool. Voilà. Donc ça, c'est Céline. Moi, je suis Nicolas. Je suis coach professionnel. Je suis formateur. Donc c'est Céline. J'ai une particularité aussi, on me pose la question, mais on pourrait se poser la question, pourquoi parler de cette thématique? Qu'est-ce qui ferait la légitimité de cet échange aujourd'hui? Alors, pour ceux qui me connaissent un peu plus, j'ai
tendance à cacher un peu toutes mes cordes de mon arc. J'étais responsable qualité sur de l'industrie il y a entre les années 2002-2005. J'ai été aussi responsable qualité et méthodes dans des services informatiques. Et donc, du coup, j'ai vu passer les normes ISO et leur mise en place. Ah oui, je me souviens de ça, les normes ISO. Et donc, du coup, d'aider Calliope, pour moi, c'est un rappel de ce qu'on a pu vivre à ces périodes-là. Et du coup, la question a été de se dire comment Calliope va avoir un impact sur mon métier, moi, de formateur. Et au sein d'Histoire de réussir, qui a fermé malheureusement, mais qui est remplacé par Bouge ta formation. C'est l'heure de la pizza. On nous appelle. Concrètement, on va avoir C'est gênant. Coupe, en fait. Oui. Alors, on a mis tous les téléphones en mute. Il y en a qu'un. Et... On a enfermé ma fille à l'étage pour pas qu'elle fasse de bruit. Et bim, il faut que le téléphone fixe sonne. Il sonne jamais. C'est génial. Et donc, les mécanismes de qualité sont quelque chose d'assez important. Et la vraie question va être comment mettre en place ces processus qualité. Souvent, c'est la qualité et l'assurance qualité. Et Calliope va venir renforcer plutôt l'assurance qualité. Et pas la qualité de la formation, mais l'assurance qualité qui est autour de la gestion, du pilotage, de l'organisme en lui-même. Et on peut se poser la question, mais un organisme de formation, c'est pas moi je suis formateur indépendant, pourtant j'ai un numéro d'activité, donc du coup je suis aussi organisme de formation et automatiquement je pourrais demander la certification Calliope. Donc, qu'est-ce que c'est que je vous propose de regarder un peu qu'est-ce que c'est Calliope avant de pouvoir identifier pour chaque élément de Calliope quel est l'impact. Alors, on verra que tout Calliope ne s'applique pas pour les formateurs et heureusement, parce que sinon on passerait notre vie dans l'administratif. Ouais. Donc, concrètement... Déjà qu'on en passe assez comme ça, assez de temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Bonjour Driss. Bonjour Driss. Merci d'être là. Donc, Calliope, 7 critères, 32 indicateurs qui vont venir vérifier ces critères. Ces critères portent essentiellement sur ce qu'on appelle des processus ou des fonctionnements internes à l'organisme de formation. L'auditeur, lui, comme c'est un processus d'assurance qualité, lui va faire ce que pourraient faire des auditeurs internes dans des grandes structures avec l'ISO et puis plus le certificateur, c'est de venir vérifier que ce que vous dites, dans ce que vous dites que vous faites, vous le faites vraiment. Donc, quand vous dites on présente notre catalogue de formation sur Internet, donc ça, c'est dans notre processus, on montre notre catalogue à l'extérieur. L'auditeur, lui, quand vous lui dites ça, lui va juste vérifier. Vous dites que vous faites ça, mais vous pouvez me le montrer. Et donc, du coup, il va juste vérifier la cohérence qu'il y a entre ce que vous dites et ce que vous faites. Bien sûr, il y a les critères qui viennent vous structurer les processus que vous avez besoin en interne, en fait. Nous, on va aller regarder l'impact de ces processus sur notre métier de formateur, parce que justement, ça nous amène des changements qui peuvent être significatifs et non significatifs dans certains cas. Super. Calliope, pour info, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas d'obligation quelconque d'avoir Calliope comme ISO 9000, par exemple. Il n'y a pas d'obligation que les entreprises l'aient. Donc, du coup, quel est l'impact si je n'ai pas Calliope ? Moi, centre de formation. Mais il n'y a pas... moi, j'ai vu... Alors, attends, Driss nous dit, il est formateur indépendant aussi et en CFA. OK. Donc, double peine. C'est ça, deux pour le prix d'un. Deux pour le prix. Alors, d'accord. Avec plaisir, on ne dit pas de bêtises, promis, Driss. Moi, j'ai entendu que si tu n'étais pas Calliope, tu ne pouvais pas faire financer ta formation au compte CPF. Eh bien, c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi. Si vous avez entendu comme moi, dites-moi oui, que je ne me sente pas seule. Vous pouvez le mettre en replay aussi pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas. Donc, oui, on ne peut plus être finançable à partir du 1er janvier. On va voir, alors le temps que ça se mette en place. 2022
2022. Ouais. Il faut penser que les personnes qui... donc là, pour le coup, mon compte formation est un peu particulier parce qu'il y a plein de mécanismes qui viennent se mettre en jeu. Mais pour simplifier, oui, si je suis pas Calliope, oui, si je suis pas Datadocké jusqu'au 31 décembre, ou si je ne suis pas Calliope à partir du 1er janvier, malheureusement, je ne pourrai plus faire financer et donc mes clients ne pourront plus profiter de ces fonds mutualisés. Donc les fonds mutualisés peuvent être de plusieurs types. On a le CPF, comme tu l'as dit. On a les OPCO. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a aussi les régions. Les régions subventionnent beaucoup les formations. Et puis, on a bien sûr Pôle emploi, elle aussi. Donc, du coup, si tu n'as pas, Datadock et Calliope, en gros, tu peux faire tes formations que pour des privés. Que pour des entreprises qui te payent sans voilà, fonds, ce sont les gens qui vont, les entreprises, même parfois, ça peut arriver que la région accepte sans Calliope, de financer la formation. D'accord. Donc c'est juste une question de financement. Donc il n'y a pas de souci. Super, Driss, Datadock. Donc Calliope, peut-être pour ta partie indépendante, si tu es en sous-traitance du CFA, c'est le CFA qui doit obtenir la certification. Donc, par contre, si tu fais des formations, toi, en tant que... le Datadock est valable jusqu'au 31 décembre. Donc, jusqu'au 31 décembre, pas de problème. Le jour où le 31 décembre, le jour du Nouvel An, ça bascule. La loi dit que ce sera Calliope, sauf si annonce spectaculaire du président ou du ministre du Travail. Oui, souvent, c'est au mois de juillet qui nous balance un petit texte comme ça, bim, sorti de nulle avec part. une mise en application. Bon, après, il y a eu... pourquoi ça a été reporté? Normalement, ça devait être déjà au 1er janvier de cette année. Ça a été reporté à cause du Covid. Donc, voilà. Donc, ça va passer. Donc, le Datadock valable jusqu'au 31 décembre, Calliope à partir du 1er janvier. Donc, n'hésitez pas à nous faire... nous, on a une petite... tiens, on va tester... Et c'est quoi exactement? Alors, c'est peut-être bête ma question, mais c'est quoi exactement un fonds mutualisé? Je sais pas ce que ça veut dire concrètement. Alors, un fonds mutualisé... Tu cotises? Voilà, tout le monde cotise. D'accord. Et ça va dans des fonds spécifiques. Donc, suivant mon compte formation, tous les salariés, les indépendants cotisent sur ces fonds. Et par exemple, nous, en indépendant, c'est le FIFPL. FIFPL, ouais. Voilà. Pour ceux qui sont soit en micro-entreprise, en auto-entrepreneur ou en EI ou en EURL, etc. Ouais. Donc vous cotisez sur le FIFPL. Et puis après, il y a d'autres structures, en fonction de son statut d'entreprise, on va aussi financer la formation, mais dans des organismes différents. D'accord. Alors, on vous a mis une petite question en bannière qui défile normalement en dessous de nous. Juste là. Attends. Ici, juste là. Est-ce que vos clients font appel à des fonds mutualisés? Alors, donc, Driss nous dit, moi, je suis sous-traitant pour un autre centre de formation. Là, je me mets en place. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. On peut même voir, regardez, voilà, Driss. Ah, super. Là, je me mets en place pour pouvoir proposer des formations directement à mes clients. Top, félicitations, Driss, c'est bien. Super. Et donc, oui, ça a du travail pour vous, double, puisqu'il y a la mise en conformité des processus dans votre organisme de formation, mais en plus, vous êtes impacté par les processus qualité de votre donneur d'ordre, qui est un autre organisme de formation. Alors après, si je comprends bien, tout dépend comment tes clients, Driss, vont financer leur formation, la formation qu'ils t'achètent. S'ils financent avec leur propre argent, Datadock, Calliope, on s'en fiche. Fout, voilà. Et s'ils veulent faire financer par un fonds mutualisé, j'ai appris un nouveau mot, dans ces cas-là, il te faut le Calliope au 1er janvier. C'est ça. C'est ça? Oh! Yes. Ou OPCO, voilà, les OPCO, le Pôle emploi, la région. Voilà. Très bien. Pour introduire les modifications, je vais vous poser une autre question que vous pouvez chercher à répondre en commentaire. Est-ce que vous êtes déjà
eu des demandes étranges d'un centre de formation qui vous emploie? On va peut-être enlever Ah oui, le commentaire. commentaire. Hop. Voilà. Avez-vous déjà eu des demandes étranges? Ça vous a semblé étrange? Vous dites, tiens, c'est bizarre, il m'avait jamais demandé ça. Puis du jour au lendemain, il me demande le truc, là. Je comprends pas Ouais, moi j'ai eu ça. ce que ça fait. Pourquoi je J'ai fais eu ça? ça au bout de... Ça doit faire un peu plus d'1 an que je travaille avec ce centre de formation-là. Et d'un seul coup, ils m'ont demandé mon diplôme de formateur. Ah. Ah bon? Ouais. Je me suis dit, tiens. Bon, moi, je suis sympa, hein, mon diplôme, je suis contente de l'avoir eu, donc je le donne. Ok, ça c'est un des trucs. Ouais. Donc, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a eu forcément plein d'autres demandes qui ont été faites. Et donc, nous, on va regarder ensemble. Quels sont les... Il y a ça aussi comme question. Est-ce que du coup, on est... je vois ça aussi sur les réseaux. Alors, je sais pas vous. Mais apparemment, excuse-moi, du coup, je te casse dans ton déroulé. Vas-y. Non, parce qu'il a un plan, Nico. Hein. Je suis en train de tout foutre en l'air. Du coup, il y a un truc, je vois souvent sur les réseaux. Est-ce que maintenant, pour faire financer ma formation, je suis obligée d'avoir le titre de formateur? Eh ben, je dirais que non, il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune obligation de titre. Je ne sais pas si vous avez vu cette question-là, mais moi, je l'ai vue plusieurs fois. Eh ben, je vais parler tout de suite du critère qui correspond à ce qu'elle est en train de dire. Je vais juste me déplacer dans mes critères. Il a un super plan et je suis en train de tout lui... En fait, ça fait partie, donc je vous ai dit, il y a 7 critères, 32 indicateurs. En fait, ce que Céline est en train de dire, là, le diplôme, ça peut être le CV, c'est le 4e critère de Calliope, qui est l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? En gros, c'est juste vérifier que le personnel qu'on va mettre sur la prestation sont les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences. Et pour pouvoir faire ça, normalement, vous avez dû sans doute avoir, que ce soit salarié ou indépendant, vous avez quand même eu un entretien de recrutement, entre guillemets. Et puis, vous avez sans doute fourni votre CV, vous avez dû peut-être, pour certains... alors, le salariat, c'est obligatoire. En France, en tout cas, si vous êtes à l'étranger, il n'y a pas d'obligation, mais en France, vous êtes obligé de donner une copie des diplômes. Donc, si ça n'a pas été fait avant, c'est juste une erreur dans le processus de recrutement. Moi, je n'avais jamais donné de copie de mes diplômes à personne. Voilà. Normalement, ça fait partie des choses. Donc, si les gens ne l'ont pas fait, ils ont juste donné le CV et puis ils se sont basés sur ce que vous dites. Ou l'expérience que vous avez acquise. Donc, du coup, il n'y a pas d'obligation d'être titré, d'avoir le titre FPA. Il y a d'autres titres qui peuvent être beaucoup plus importants aussi. Puis même, il y a des formateurs pas titrés qui font un super boulot. Voilà. Le titre ne fait pas le formateur. Voilà, c'est ça. Par contre, ça donne une idée déjà de ce qu'il sait, de ce qu'il sait faire et de l'endroit où il en est par rapport à la connaissance de la formation. Donc, du coup, dans notre indicateur, critère, j'ai le titre FPA aussi, c'est bien. Donc, garder une copie. Donc, ça, c'est un des documents qui peuvent être demandés. La question, c'est plutôt le CV, c'est de s'assurer de l'évolution du niveau de compétence qu'a la personne. Donc, on peut faire des tests d'entrée. Si je fais du recrutement, on peut faire des tests d'entrée, demander à une personne de faire un petit module ou de présenter une petite formation sur le thème qu'il veut pendant une vingtaine de minutes, par exemple, et vous donner une idée de... Ouais, mais ça, généralement, les gens, ils sont froids à cette idée-là parce qu'ils ont peur que le centre de formation, en fait, ils gardent. Ils gardent quoi? Ils gardent tu vois, par exemple, tu t'arrives, tu fais un module genre 20 minutes. Ils ont peur que le centre de formation garde une copie du PowerPoint, du module, de ce que tu vas faire. Après, ça peut être un thème imposé. Moi, j'ai vu dans certains cercles de certification de formateurs internationaux où en fait tu es obligé de présenter sur un thème au hasard. Ils ont 20 thèmes et tu tires un truc au hasard et tu dois faire une formation de 20 minutes. Voilà. T'as intérêt à être en phase avec le sujet parce que c'est ça. C'est chaud. Et c'est juste vérifier, s'assurer. Donc, dans le protocole de Calliope, ce qu'on vous demande, c'est pas le CV ou le titre, c'est juste de dire en adéquation, moi, dans mon processus, pour m'assurer que les personnes ont bien les compétences, dans mon processus de recrutement,
je vais récupérer le CV, je vais récupérer une copie des diplômes, je vais lui faire passer un entretien avec une grille d'évaluation de compétences, etc., etc. Et Ok. l'auditeur, lui, va juste vérifier ça. Et donc, l'organisme, s'il a décidé d'avoir le CV et une copie du diplôme, bah, pour se mettre en conformité avec son propre processus, il va vous demander de lui fournir le CV et le titre. Ou la copie du titre ou le diplôme qui pourrait dire je suis expert dans le domaine que je forme. Dans lequel je forme. Ok. Cool. Du coup, après, il y a la question. Donc, tous les non-titrés ne sont pas obligés de se ruer vers le premier centre de formation qui fait le titre. Tout va bien. L'autre point aussi, c'est souvent les gens ils pensent pas parce que là on vient de dire et donc ils se réfèrent à Datadoc, mais moi qui fais de l'assurance qualité, la vraie question c'est pas le document qui va prouver que vous le faites, c'est à quelle fréquence vous allez mettre à jour cette information. Moi, dans mon processus, la question c'est mon formateur qui est indépendant que je vais utiliser de façon régulière, à quelle fréquence je vais vérifier qu'il s'est mis à niveau, qu'il a toujours les compétences attendues, à quelle fréquence je vais lui demander une réévaluation de son CV, etc. etc. Donc, c'est ça qui va être important dans la certification. C'est-à-dire que ce n'est pas juste uniquement de donner la preuve qu'on le fait, c'est aussi la mise à jour des informations qu'on perçoit et qu'on utilise. Mais tu as raison, parce qu'on m'a demandé aussi les livres que j'avais lus. C'est ça? Ah, ça, c'est l'autre partie. D'accord. Ça, c'est un autre indicateur qui est... Je te fais des transitions sans le vouloir. C'est très bien. C'est toujours sur le critère 4, c'est la qualification et le développement de compétences du personnel chargé de mise en œuvre de la prestation. Là, ça veut dire en gros les gens qui forment. Donc, il y a le CV qu'on a déjà parlé, mais il y a aussi toute la façon dont le formateur évolue, lui, en tant que formateur ou expert de son domaine et expert de son domaine. Donc, la question, c'est comment moi, je vais démontrer Par exemple, j'avais vu la fille du train l'été dernier, ça marche pas. Non, et c'est super bien comme livre. Là, le but, ça va être de démontrer qu'on continue, nous, à se former en tant que formateur. C'est pas parce qu'on a le titre FPA que ça y est, c'est fini. J'ai terminé, hop, adios la formation, hop, et je continue. Non, en fait, c'est qu'un début, c'est qu'un démarrage, et on va montrer qu'on évolue, qu'on apprend, les techniques évoluent, les environnements évoluent, et donc du coup, comment on fait pour nous s'adapter à ces changements qu'il y a autour de nous. Donc, bien sûr, il y a la formation continue, qu'on va pouvoir démontrer. Donc, une attestation de fin de formation suffit largement pour montrer que nous, formateurs, on continue. Donc, on peut faire un petit package. Moi, ce que je propose, c'est de faire à la fin, je vais vous expliquer, à la fin de l'année, de se faire un petit bilan de progression avec un plan de progression. C'est bien ça, parce que du coup, même personnellement, je trouve ça intéressant de savoir où on en est, des envies. Moi, j'ai toujours envie d'aller en formation, d'aller chez des confrères. Quand je vois ce qu'ils font et tout, je suis toujours ébahie par tout ce qu'on peut apprendre dans nos métiers. Oui. Et c'est pas que la formation. Hein. Donc, tu disais la liste des livres. Donc, ça peut être aussi... quels sont les livres que j'ai lus dans l'année? Alors là, pour le coup, je vous conseille de vous faire des fiches de lecture. Et puis, ces fiches de lecture, le jour où on vous dit comment tu te formes, c'est simple. J'ai lu 5 livres cette année sur le domaine X, Y, Z. Voici mes fiches de lecture. Voilà, c'est un mode d'apprentissage comme un autre. On a donc la formation chez nos confrères, c'est toujours intéressant, même si c'est pas dans le même domaine ou si c'est dans un domaine qui n'a rien à voir. Et puis, donc non seulement les sujets traités par les confrères, c'est top, c'est super intéressant. Enfin, moi, je suis curieuse de tout. Mais en plus, nous, il y a le deuxième axe, on peut voir comment nos collègues forment. Au-delà du sujet en lui-même qui nous intéresse, on a toute la méthodologie qui vient à côté, et ça, c'est super. Ça donne plein d'idées, moi, je trouve que c'est... Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les événements, si vous allez à des événements professionnels ou des salons professionnels, gardez les copies des tickets. Voilà, tout simplement. Au moins, ça vous fait un souvenir le temps de faire le bilan. Oui, c'est ça. Si vous faites des pratiques de développement personnel ou professionnel, donc être dans des groupes d'analyse de pratiques, vous faites des masterminds. Si vous êtes coach, faites de la supervision. Vous êtes supervisé, ça fait partie des moyens de développement, donc on va garder ces traces en tant que tel.
Ok. Voilà, après, c'est les lectures, les blogs, les articles, tout ce que vous pouvez lire, les newsletters, etc. Vous pouvez les garder, vous en faites une compilation et vous dites, tiens, j'ai appris ça, ça m'a permis ça m'a permis de développer, moi, en lisant ça m'a permis de développer mes compétences sous cette forme. Ok. Voilà, c'est vraiment chercher à se faire progresser. Et donc, du coup, bah, vous progressez comment, en fait? C'est quoi vos moyens préférés pour progresser? Quel outil vous utilisez? Est-ce que vous allez vous former chez des collègues? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous allez sur des blogs? Est-ce que vous allez peut-être dans les groupes Facebook? Les groupes Facebook aussi, c'est pas mal. Ouais, ça marche aussi. Il suffit de poser une question, avoir un échange et ça structure. Et donc, je disais de faire un bilan à la fin de l'année. Donc, vous choisissez une date et puis vous dites… Alors, dites-nous dans le chat comment vous faites pour justement vous mettre à jour des nouvelles infos sur la formation. Ouais, et puis ceux qui sont en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous regardent en replay, donc n'hésitez pas à marquer replay. Moi, je suis plutôt livre, moi, je suis plutôt chez mes collègues, moi, je suis plutôt salon professionnel. Forum, etc. Groupe Facebook. Allez-y. N'ayez pas peur. On attend vos retours. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Alors, si c'est juste pour donner à notre donneur d'ordre, ça a peu d'intérêt. D'accord. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que ça, moi, un avantage pour moi. Et en plus, le deuxième effet qui se cause, c'est pour mon donneur d'ordre, pour que lui puisse être conforme à Calliope. Moi, dans mon cas, je fais un auto-bilan annuel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai lu? Où est-ce que j'ai été comme événement? Quelle formation j'ai suivi? Et puis, ça me donne un petit historique de me dire, wow, j'ai fait tout ça cette année pour progresser, c'est incroyable. Ouais, des fois, ça fait du bien, ça motive. On se dit, Et puis, ça permet aussi de se donner une réflexion sur qu'est-ce que je vais faire cette année, en fait. Tiens, j'ai fait tout ça cette année, l'année passée. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait ça de me dire, j'avais complètement oublié ce livre. Ah ouais, c'est vrai, j'avais ça que j'avais vu, c'était trop bien, fait que je le teste. Et puis, du coup, j'ai testé. Mémoire de poisson rouge. Et puis, je peux me faire une petite rédaction, une petite synthèse des apprentissages faits et puis de ce que j'ai testé, pas testé, ce que j'ai aimé, pas aimé. Alors, pour Christian, pour moi qui fais de la formation réglementaire, INRS, salon, e-learning. Merci, Christian. Ouais, en plus, toi aussi, ça doit changer régulièrement, la réglementation. Et en plus, on te reparle d'une autre réglementation en plus de ta réglementation. Etc. Donc, c'est jamais… Allez, Christian, c'est jamais évident. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme impact? Celui qui est le plus polémique. Alors, celui-là, pareil, c'est le deuxième critère. C'est le critère 4, l'adéquation des moyens pédagogiques. C'est l'indicateur 19. C'est le plaisir que l'on a, c'est le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Ah, c'est le fameux, mon Dieu, l'OF me demande mes supports. Demande mes supports, mes exercices. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Oui, c'est vrai, celle-là aussi. Le droit, ça fait partie du contrat que vous avez établi avec votre client, puisque l'organisme de formation… Ça, c'est un point chaud. Ça, c'est un point chaud entre votre travail, etc. Et celui-ci est peut-être un des plus délicats, un des plus polémiques. Ça peut être à donner les supports de cours, les explications, les vidéos pédagogiques, parce qu'on parle de propriété intellectuelle. Beaucoup de formateurs disent, écoutez, c'est ma formation, c'est moi qui l'ai créée, c'est ma propriété intellectuelle. Voilà, c'est mon droit d'auteur, etc. Après, ça dépend du contrat que vous avez rédigé. Est-ce que c'est l'organisme de formation où vous achète une prestation d'animation de formation sur étagère, et donc du coup, vous utilisez votre propre formation que vous donnez. Et dans ce cadre-là, dans le contrat, vous indiquez bien que le contenu, l'ensemble des éléments pédagogiques vous appartient et que ça ne fait partie que de votre prestation d'animation. Et dans ce cadre-là, c'est simple, vous allez, bien sûr, le centre a tout à fait le droit de pouvoir vérifier que vous êtes conforme à son processus. Qu'il y a des objectifs.
qu'il y a des objectifs, etc., que vous les répondez, que vous les mettez en œuvre. Et donc, du coup, ils vont vérifier. Donc, vous pouvez leur donner accès en lecture, entre guillemets, ou en tout cas, leur démontrer que c'est bien le cas. Et puis, de l'autre, d'assurer que vous allez donner ces ressources à l'auditeur, ou en tout cas donner accès à ces ressources. Et puis, je suis responsable de la formation qui est délivrée. Oui, c'est pour ça qu'il faut que vous vérifiez le contenu de chaque formation que donnent vos Il y a Christian qui nous met, nous on voit du coup. Donc, je vais mettre, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs sources qui viennent de LinkedIn ou de Facebook, donc du coup on va pouvoir partager ces commentaires qui sont réalisés. Ouais. Donc oui, vous êtes obligé, oui, c'est une obligation. C'est pour ça que le formateur indépendant va vous donner accès au contenu qui fait, la façon dont il déroule, etc. Il peut même vous expliquer comment ça va se passer pour que vous puissiez vous assurer que c'est conforme au niveau attendu. Donc ça fait aussi peut-être partie de la partie recrutement que vous faites de votre formateur si vous achetez une formation toute prête. Si c'est inverse, c'est-à-dire que vous payez juste l'animation et donc là, vous venez, vous, organisme de formation, vous venez avec tout le contenu pédagogique qui vous appartient et vous demandez à l'animation. On peut donner un PDF, comme dit, verrouillé en copie et en impression, ça, il n'y a pas de souci. Il y a plein de mécanismes pour lesquels on va pouvoir démontrer. Ça peut être aussi des copies d'écran de support. Alors, on n'a pas d'obligation de montrer tout le support, c'est bien de démontrer qu'on a une progression pédagogique, qu'on a un ensemble d'exercices, etc. Ouais, là, par exemple, il y a Driss qui nous met « J'indique dans ma convention que mes ressources restent ma propriété ». Ouais, mais du coup, je pense qu'il faut que Driss, du coup, il doit donner un plan de ce qu'il fait, peut-être, non? Oui, j'ai vu ça aussi dans les réseaux. Il faut montrer, il faut juste montrer, il n'y a pas d'obligation de donner, c'est de montrer. Donc, vous pouvez faire un échange oral ou à distance, comme ça, en face-to-face, et puis vous partagez les éléments que vous avez de contenu à l'écran. Et puis, du coup, voilà. Et puis, pour l'auditeur, vous allez l'autoriser à avoir accès aux mêmes ressources. Vous pouvez leur faire signer un NDA, un terme de confidentialité des contenus qui vous sont fournis, puisque ça reste de votre propriété, c'est pas celui de l'organisme de formation. Tout simplement. Après, ça dépend de la relation commerciale que vous avez eue. Si dans votre contrat OF, Christian nous dit ça reste un rapport commercial et la confiance avec le formateur, on est d'accord. Voilà. Ça peut être aussi une négociation commerciale. Dans la prestation, il y a peut-être donner les contenus, le retour de ce qu'on a fait en termes de conception pédagogique. Mais là, pour le coup, moi, personnellement, je facture dans ce cadre-là. C'est-à-dire que je vais facturer le temps de fabrication de ce contenu et je m'autorise, par contre, dans le contrat, de réutiliser ce contenu que j'ai fait pour l'OF, de le réutiliser, de le revendre à un autre OF. Parce que là, pour le coup, ce sont deux prestations différentes. C'est je crée un contenu pour un OF, je crée peut-être un contenu pour un deuxième OF, et puis il y a mon animation. Donc, du coup, je décorerai commercialement les deux choses. Donc, du coup, l'OF peut garder le contenu, il peut le faire animer par un autre formateur, ça pose pas de problème. Là, c'est plus de l'ingénierie, en fait. Voilà, c'est ça. Et il faut compter 100 à 150 € de l'heure. Et il faut compter 3 fois le temps de la formation. Donc, si ma formation fait 2 jours, soit à peu près 14 heures, il faut compter entre 5 et 7 000 € d'ingénierie, en fait. Mais après, il faut être honnête, tous les centres de formation ne l'achètent pas. Donc, du coup, c'est là où je dis, mon contenu m'appartient, c'est la façon dont j'anime. Ça me dérange pas de montrer comment ça va se dérouler pour que on puisse rassurer l'OF comme quoi, oui, on a de la qualité dans ce qu'on fait. On peut même demander aux responsables de nous acheter une formation et de venir à une de nos formations que l'on donne pour lui, gratuitement. Il vient, il regarde, et puis après, il s'est fait son idée et il sait ce qui a été fait. Il y a Driss qui nous dit qu'il donne des aperçus non complets. C'est ça, on n'a pas d'obligation de donner la totalité du contenu. C'est une solution. Voilà, on donne des endroits qui montrent qu'on a bien une adéquation entre ce qui nous a été commandé et comment on va le traiter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui impacte aussi
c'était le point aussi, puisque c'est polémique, c'est pas pour rien. Donc, on parle de relations commerciales, c'est souvent lié à une peur et une croyance. Une peur et une croyance liées au fait que l'OF va nous voler notre travail. Je suis dans un univers international. En tout cas, moi, je forme à l'international. Je rencontre des formateurs internationaux. Où on est un groupe de formateurs internationaux. Ouais, il y a que lui. Moi, je suis pas du tout bilingue. Et concrètement, on se partage, on s'échange, on se donne du contenu. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Ce qu'on pense, nous, c'est que tout ce qu'on a comme matière, en fait, les gens peuvent l'avoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent le récupérer sur Internet, ils peuvent le lire. La différence qu'on va avoir avec un autre formateur qui fait la même formation, donc là, pour le coup, la concurrence, c'est pas le contenu, c'est la façon dont on amène ce contenu, la façon dont on perçoit ce contenu et comment on va répondre aux objectifs, en fait. Et là, en fait, entre deux formateurs, on va avoir des formations complètement différentes, avec du contenu peut-être presque identique, mais la façon de l'animer, la façon de le présenter, la façon de le dérouler va être complètement différente. Donc, du coup, moi, ça ne me dérange pas de donner du contenu, puisque le contenu, tout le monde peut le récupérer sur Internet. C'est pas ça ma valeur ajoutée, mais c'est plutôt la façon dont je vais dérouler, la façon dont je vais expliquer, la façon dont je vais amener les exercices, etc., qui m'appartiennent moi. Et là, comme je suis unique, Céline, quand on crée et qu'on conçoit, on a vraiment des aspects complètement différents, même si le contenu est identique. Et des fois, ça nous est déjà arrivé de faire la même formation. La formation Teams, on a le même support. On a un support pour deux. Et du coup, on anime chacun de notre côté la même formation. Et au final, on n'a pas fait du tout la même formation. Il y avait plein de nuances, plein de différences. Ouais, et puis il y a les expériences que j'ai, il y a les expériences que tu as, qui sont différentes, et puis il y a notre sensibilité. Et puis les échanges aussi. Les échanges des participants qui vont venir changer l'un et l'autre. Donc du coup, pour moi, il n'y a plus besoin d'avoir cette peur ou cette croyance que l'OF est là pour nous voler notre contenu. Non, votre contenu, pour la plupart, vous l'avez trouvé sur Internet ou vous l'avez eu sur des livres, etc. Donc, mais c'est du travail, même si c'est du travail, c'est du travail, des heures de tout. Mais n'empêche que le contenu ne vous appartient pas, c'est la façon dont vous le structurez et vous le présentez qui va être différent. Donc, du coup, arrêtons de se bagarrer là-dessus. En fait. Faites comme Driss, donnez des éléments incomplets pour pouvoir permettre de le faire. Et puis après, au final, si on réfléchit plus loin, si notre OF veut devenir Calliope, c'est pour continuer à avoir des financements. Et en ayant des financements, cet OF-là pourra continuer à vous embaucher. S'il n'a plus de financement, s'il ne fait plus de formation, vous n'allez plus travailler avec lui. Tout à fait. Et puis, le dernier point que je voulais aborder sur ces thèmes qui nous font changer ou qui nous demandent du travail pour donner. Donc, Christian, j'ai fait montrer rapidement, Christian est d'accord sur le fait que oui, certains OF veulent récupérer le contenu pour eux, pour leur propre catalogue, etc., avec peut-être faire animer par d'autres. Oui, on facture. Pour moi, c'est tout à fait normal. Si l'OF veut pas facturer et veut garder le contenu, faites pas affaire avec eux. C'est la joie d'être indépendant, c'est qu'on a le choix. Allez voir un autre client. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Calliope permet de démarcher aussi. L'autre point, le dernier que je voulais parler, c'était le critère 12, l'indicateur 12 dans le critère, c'était le critère 3, voilà, l'adaptation publique bénéficiaire. Alors là, on a plein de choses. Donc, bonjour Jean-Louis. Cet indicateur, il y a plusieurs points qui m'intéressent. Notre objectif, c'est de démontrer qu'on a fait l'action de formation et en plus, elle est adaptée aux bénéficiaires, donc aux participants qui viennent. Du coup, on va nous demander plusieurs choses. Le premier, souvent, on va nous demander sans doute une grille d'évaluation d'entrée et de sortie par rapport à la thématique de notre formation. Ouais. Ça peut être
de l'autodiagnostic, ça peut être un quiz, ça peut être n'importe ce que vous voulez qui démontre qu'en entrée, la personne a un certain niveau et qu'en sortie, elle a un niveau plus élevé. Si tout va bien, on l'espère. C'est le but de la formation. Donc, c'est là où qui permet de justement vérifier qu'on a atteint l'objectif. Bien sûr, si à l'entrée la personne est là et en sortie elle est là, il y a un souci. Merci pour le petit pouce. Merci. Coucou, Nathalie. Nathalie, c'est une fidèle. Du coup, ça nous permet d'identifier qu'est-ce qu'on a raté dans notre processus de formation, ou au contraire, peut-être que la personne en évaluant, elle s'était surévaluée au départ, et puis du coup, avec tout ce que vous lui avez apporté, elle se rend compte que tout compte fait, elle n'était pas au niveau qu'elle pensait. Dans le cas des auto-évaluations. Voilà, ouais. Tout à fait. Après, si vous avez des quiz qui permettent de vérifier le niveau, pas de difficulté, vous pouvez juste vérifier que ça augmente grâce à votre formation. Donc du coup, là, il faut donner, pareil, à l'auditeur la vérification comme quoi, dedans, vous faites bien ces quiz, vous faites bien cette auto-évaluation, que vous fournissez bien ces éléments-là et que vous le faites à chaque fois. À chaque fois. À chaque formation, pour chaque session. Donc Jean-Louis parle un Christian. Christian, pardon, il envoie au client un questionnaire pré-formation, donc c'est important. Ouais. Et donc du coup, voilà, ça aide. Moi personnellement, je préfère le faire en formation, c'est-à-dire qu'au début, une fois qu'on a fait les présentations, qu'on a cassé la glace, bonjour. On a dit bonjour, qu'on s'est présenté, etc. C'est un moment aussi où c'est important de dire tenez, on va s'auto-évaluer sur ce que vous connaissez du thème de la formation d'aujourd'hui, et puis on se réévaluera à la sortie. Et du coup, j'introduis ces éléments dans mon livret. Merci Idriss. Merci Idriss, à une prochaine fois. Donc dans mon livret, je vais le mettre dedans en fait. Et le truc, c'est aussi... en fait, quand on l'envoie comme ça, alors je sais pas Christian ce que tu en penses, mais le souci c'est pour les récupérer après. Et des fois, les gens n'ont pas reçu ton mail ou ils le reçoivent et on se dit je vais le faire après. Et du coup, toi, tu cours après, si tu as une formation avec 8 stagiaires, tu cours après 3 d'entre eux et c'est juste interminable. Les fameuses évaluations à chaud, à froid, etc. Souvent, on a un taux de retour qui vasine 90% tout de suite. Et puis, au fur et à mesure, avec le froid, on va être plus bas. Dans certains retours à froid, on va être à moins de 10% du retour de nos formés. Donc du coup, je vous disais, il faut bien vérifier. Donc si vous vous envoyez comme Christian le questionnaire de préformation, il faut démontrer que vous l'avez bien envoyé et du coup de s'assurer qu'on l'a bien envoyé. Ça peut être aussi une vérification à faire. On peut avoir les quiz, donc il faut garder le résultat des quiz, ou en tout cas montrer qu'on a bien effectué les quiz pendant la formation. Donc moi, si je les mets dans mon livret, les quiz d'auto-évaluation d'entrée et de sortie, dans mon déroulé, j'ai un moment où j'ai auto-évaluation d'entrée, auto-évaluation de sortie. Et puis, vous avez l'autre élément, c'est que vous faites plein de petits points d'évaluation, de progression. Ouais. Là, la vraie question, c'est comment on fait pour démontrer qu'on les a bien faits. Comment vous faites ? Ah oui, mais ça fait encore partie de mon contenu, tu comprends, je ne vais pas les donner. Si, vous allez donner le fait que vous avez émis un questionnaire, un quiz, une question, vous avez lancé un débat, vous avez fait un échange, etc. Et donc, du coup, oui, vous allez démontrer au travers de ce déroulé que oui, vous le faites. Peut-être pas le quiz, parce que oui, c'est plus facile. Le quiz, c'est super facile, le quiz, pour récupérer les résultats, etc. Et donc, pour justifier Calliope, mais le problème, c'est qu'on va diminuer la qualité de notre formation parce qu'on se diminue les possibilités d'évaluation qui sont multiples, en fait. Alors, il y a Jean-Louis qui nous dit le livret d'apprenant. Ouais, tout à fait, on peut utiliser le livret d'apprenant pour faire ça. On adore les livrets. On adore les livrets, on a même fait un support, on a fait un live dessus uniquement. Et... Christian nous met, c'est important pour les formations intra. Pour les formations inter, je suis d'accord avec vous, je l'ai fait en début de formation. Ouais. Voilà.
L'autre dernier point sur cet élément-là, c'est malheureusement, on a... oui, on est d'accord. Jean-Louis nous dit magnifique outil. Oui. On est d'accord. Nous aussi. Tout ce que je viens de vous voir, qu'on vient de vous échanger avec vous, qu'on vient de vous partager, sont liés au processus. Donc, il y a une norme, mais les processus tels qu'on les définit, tels qu'on les prévoit pour dire j'implémente telle information dans mon processus qualité de mon organisation. D'ailleurs, dans Calliope, il n'indique pas comment vous vérifiez que vous êtes toujours conforme, vous, en interne à Calliope, en fait, autre que le fait que vous allez avoir un audit de surveillance. Mais comment vous faites pour garder ce processus qualité toujours opérationnel, comment on améliore tout ça. Donc ça, ce sont que des contraintes. Et donc, si vous êtes un formateur indépendant et vous avez 3 OF comme clients, ben vous pouvez avoir 3 demandes complètement différentes sur ces différents éléments qu'on vous a présentés. Ok. Du coup, pour résumer, parce que là, on vient de passer presque 45 minutes. Hein. Au départ, on devait faire 30 minutes, mais le sujet est tellement vaste. Et que... Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On peut vous répondre. Alors peut-être pas en live. Hein. Pareil, si vous avez des questions en replay, notez votre question en replay. Hein, mais ça peut faire l'objet d'un prochain live ou d'une réponse. On répond à toutes vos questions en tout cas. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, en impact, on va avoir plein de choses. Moi, j'en retiens 5 essentiellement. C'est mettre à jour régulièrement son CV et le transmettre avec ses diplômes. Alors, si en plus on a des attestations de formation, on les fournit en même temps. Comme ça, c'est réglé. On peut faire un bilan annuel de ce qu'on a appris. Pour développer, renforcer nos compétences. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et donc, on peut le renvoyer aussi à nos donneurs d'ordre. On met à disposition partielle ou d'une façon non réutilisable, partielle, totale, etc., les cours et les formations, mais surtout, il y a aussi l'audit Calliope, qu'il soit initial ou de contrôle ou de renouvellement. Il faut remontrer potentiellement, suivant l'échantillonnage que fera l'auditeur, de permettre de voir ce contenu. Mettre en place d'une façon reproductible des modes d'évaluation des apprenants dans leur progression que vous proposez. D'accord ? Donc, il faut que ce soit vraiment reproductible. J'invite les organismes de formation à avoir toujours le même, pas avoir en fonction du formateur. Non, pour lui, on va faire comme ça. Pour cette formation-là, on va faire comme ça. Pour celle-ci, on va faire comme ça. Non, dites... il y a assez de boulot. Il y a déjà assez de boulot. Uniformisé pour que ce soit plus simple. Que ce soit pour vous, pour le formateur, parce qu'une fois qu'il a le processus, il sait comment adapter sa formation pour répondre au processus, même si lui va avoir 2 ou 3 processus différents. C'est pas très grave. Il va adapter sa formation en fonction. Et donc, du coup, ça m'amène au dernier point, qui est chaque centre de formation peut avoir des demandes spécifiques, quel que soit le critère. Et donc, il faut juste se poser la question. On a vu sur quoi ça porte, en tout cas pour le formateur, essentiellement sur la façon dont il déroule sa formation, les évaluations, la façon dont lui, il évolue en tant que tel. Et donc, chacun peut avoir des éléments différents. J'espère que ça vous a apporté plein de choses, plein de nouveautés. Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que ça vous a permis d'avoir un peu plus démêlé du faux, du vrai, de tout ce qu'on peut entendre, voir, lire, entendre sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. En tout cas, du point de vue formateur, du point de vue organisme de formation, il y a encore beaucoup plus de travail à réaliser sur son passage. Donc, si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à nous faire un petit like, un petit plus, un petit élément comme ça. Le partager aussi, vous pouvez. Hein, si vous avez des communautés de formateurs, n'hésitez pas. Qui ont besoin d'être dans une situation où on a besoin de leur éclaircir. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire
Alors surtout, qu'est-ce que je dois faire par rapport à Calliope? Si on me demande de fournir mes supports, est-ce que c'est normal, pas normal? Donc oui, on a vu. Cadeau, on veut des cadeaux. Tu veux des cadeaux? On veut des cadeaux. On a écrit un livre, un e-book pour être précis, où on a rassemblé nos stratégies pour rendre fun et augmenter l'interaction lors des formations virtuelles, des classes virtuelles, formations à distance. C'est on notre rappelle, dada. C'est notre spécialité. C'est notre dada. On reste dans ce qu'on sait faire. Du coup, on vous a mis le lien où vous pouvez le télécharger. Oui, donc c'est un e-book, il est gratuit, profitez-en. S'il est énorme, il y a plus de 30 pages, 17 stratégies encore, j'en avais 24, j'en ai éclusé 7. Voilà. Oui, c'était déjà... je pense que je peux encore en trouver d'autres. Ouais. Dans les autres points à suivre pour cet été, on est en train de remodeler, refabriquer, restructurer et on aura une surprise pour vous à la rentrée. Donc restez au jus. Et puis notre prochain live de la semaine prochaine, puisqu'on n'est pas encore en vacances. Non, fin août. Ça s'approche. Voilà, ça se rapproche doucement. C'est quoi le thème? La ProcessCom. La ProcessCom. Si ma mémoire est bonne. Voilà, un peu de teaser, La ProcessCom, mais attention. La ProcessCom, vue côté formateur. On n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas centre de formation référencé ProcessCom. Donc voilà, comment nous, formateurs, on peut utiliser cet outil de communication. On ne fait pas de psychologie dans nos formations et comment on peut s'adapter à notre auditoire pour essayer de tirer le meilleur de nos participants. Voilà, j'espère que ça a répondu. Le teaser a répondu à Jean-Louis sur les prochains lives. Donc, pour ceux qui nous découvrent, on fait un live tous les samedis matins à 11h. Voilà, vous pouvez les voir en replay aussi sur notre Facebook Bouge ta formation, sur Vimeo, YouTube, LinkedIn. On est partout en fait. Voilà, on essaye d'être partout. Non, je plaisante, mais nos chevaux de bataille, c'est ça. Facebook, Vimeo, et là on YouTube, essaye de réintégrer LinkedIn. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un nouvel outil qui nous permet de diffuser sur ces deux réseaux sociaux en même temps. On vous remercie. Et puis à samedi prochain. À samedi prochain. Amusez-vous bien. Bye bye. Bonne semaine. Bonne semaine. Allez.